Donc, moi, je suis Rémi Poncet, je travaille à l'UMS Patrinat. C'est là où Simon effectue son stage, Élise aussi, où elle a effectué son stage, et là où travaillent Sébastien et Caroline, qui travaillent sur les cryptogams aussi. Moi, je travaille principalement sur les lichens, et, enfin, dans une partie de mes activités. Donc, comme Laure m'a demandé de faire une intro un peu généraliste des lichens, probablement que pour certains d'entre vous, ça va être très, très, très généraliste, mais j'ai pris le parti de quand même rester sur cette ligne-là pour être sûr que ce soit plus intéressant pour ceux qui en savent un petit peu moins à la rigueur. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Bon, voilà le programme. Au lieu de vous faire un discours fleuve sur les lichens en général, j'ai préféré orienter le truc sous format d'un quiz, donc je vais vous demander d'interagir avec moi, sinon je vais faire les questions et les réponses. Enfin, c'est comme vous voulez, on verra. Donc, le programme, c'est quoi un lichen, quelle diversité au pluriel, quels critères. On va voir quelques critères, juste histoire d'avoir un peu un panorama, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis un petit quiz sur les espèces, parce que c'est marrant. Et après, à quoi ça sert? Mais alors, c'est intéressant, parce que du coup, Simon vous a déjà fait une partie de la réponse, et vous verrez que la dernière diapo est assez raccord avec ce qu'il vous a présenté et avec les prochaines présentations. Donc voilà. Donc c'est quoi un lichen? J'ai fait un truc assez graphique pour que vous puissiez interagir. Et voilà, donc globalement, le lichen, c'est ça. Là, dans les deux prochaines diapos, il y a des pièges. Alors, est-ce que vous repérez un piège déjà? Oui, il y a un oiseau. D'accord. Il y a des ornithos dans la salle, non? Non, c'est le fou à pied rouge qui niche, le fou à pied rouge qui niche sur du veloutier dans l'océan Indien. Et le veloutier, c'est un héliotropium. Héliotropium, c'est une mauvaise herbe de jardin qui fait des petites plantes comme ça ici. Et là-bas, c'est des arbres. Bon, peu importe. Donc voilà, les lichens, c'est ça. Il y a une diversité de formes. Une autre diapo pour... Voilà. Bon, pareil. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Il y a encore quelques pièges. Est-ce que vous repérez? Ouais. Bon voilà, ça c'était le facile, et maintenant il y en a un plus difficile qui va me permettre de passer à la diapo d'après. Ici là? Non, pas du tout, c'est un lichen. Le deuxième en Ici? Ouais. Non, non, c'est pas des crottes de bique, ça y ressemble énormément. En fait, la seule différence avec les crottes de bique, c'est que c'est pas la même taille du tout. Là, ça fait 1 millimètre à peu près, mais sinon c'est très proche. Alors, tout ce qu'il y a sur cette diapo, contrairement à la précédente, c'est de la fonge, ça appartient aux reines de la fonge, c'est des champignons. Sur Terre, hein, il y a les bactéries et les trucs comme ça tout petits. Après, un peu plus gros, il y a les champignons, les plantes et puis les animaux. Du coup, tout ça, c'est des champignons. Et c'est pour ça que j'ai mis ça, ces deux pièges, c'est parce qu'en fait, on va voir que le principe de lichen, ça n'a aucune valeur taxonomique, c'est juste un trait de vie de champignons. Dans les grands embranchements de champignons qui sont les basidiomycètes, ça c'est un basidiomycète, et puis les ascomycètes qui sont majoritairement des lichens, il y a des champignons qui sont lichenisés dans les deux, donc qui sont en symbiose avec des algues. Si on veut faire un parallèle intéressant, il y a quand même pas mal de champignons qui sont en symbiose endophytique ou exophytique avec des arbres, par exemple soit par le système racinaire, soit en vivant en étant endophyte à l'intérieur de l'arbre, vivant comme certains polypores ou autres qui sont plutôt parasites. Et en fait, moi je suis toujours assez surpris qu'on considère qu'il y ait des champignons qui soient lichenisés avec des algues ou des cyanobactéries qu'on appelle des lichens, et que tous les autres qui sont majoritairement hétérotrophes quand même, on les appelle des champignons, alors qu'en fait pour moi c'est exactement la même chose. Donc tous ceux qui font de la lichénose sont des mycologues, et on parle en fait exclusivement de champignons, et on s'intéresse qu'à un trait de vie particulier qui regroupe ces espèces mais qui n'a pas de valeur taxonomique, quoi. Voilà, donc c'était les deux pièges. Donc quand on regarde un lichen, en fait ce qui fait la particularité, c'est que c'est un organisme symbiotique, mais comme je disais juste avant, ça peut être autant symbiotique que d'autres champignons qui sont un peu plus classiques. La différence, c'est que c'est symbiotique avec des micro-organismes qui vivent à l'intérieur de leur corps, qui sont souvent des algues ou des cyanobactéries. Voilà. Bon, là, quand on coupe un lichen comme ça, comme c'est épais comme une feuille de papier, mais on fait une coupe dans le sens vraiment pas pratique, et puis on regarde sur la tranche de la feuille de papier, on observe ça, quoi. Donc si on regarde un petit peu mieux dans un truc un peu plus gros, qui a des critères un peu mieux marqués, on observe que quand on fait la coupe, on a un cortex, donc c'est les cellules qui forment la peau, des cyanobactéries, donc là c'est des cyanobactéries, mais ça aurait pu être des algues vertes, hein, et des ifs, donc là c'est des filaments fongiques. Alors il y a différentes textures fongiques, hein, dans le règne de la fonge, mais majoritairement ça prend cette forme-là, quoi. C'est des tubes plus ou moins simples, plus ou moins ramifiés. En fait, ça c'est le matériel du champignon, quoi. Et l'espèce qu'on détermine majoritairement quand on donne un nom de lichen, c'est à ça, c'est au matériel de champignon. D'un point de vue taxonomique, on ne donne pas de nom à la cyanobactérie dans le nom du lichen, ni aux espèces qui forment son cortex, comme ça a été montré en 2016 pour la majorité des macrolichens, où en fait c'est des archéobasidiomycètes, c'est des levures qui majoritairement semblent former la peau des macrolichens. Donc en fait ça ferait a priori au moins 3 taxons, quoi, hein.
les archéobasidiomycètes ici, les cyanobactéries, et puis dessous, l'ascomycète ici, qui est majoritaire, qui fait la majorité de la biomasse, auquel on attribue le nom Roxella aplanata. C'est pratique, c'est celui qu'on voit le mieux, quoi. Voilà. Donc les lichens sont un organisme symbiotique. Comme je le disais, il y a des ascomycètes et des basidiomycètes. Ils appartiennent à la fonge. Certains ascomycètes ne sont pas des lichens. Ici, c'est une morie, alors je ne saurais pas vous dire laquelle c'est. Et d'autres basidiomycètes, alors la majorité des basidiomycètes sont non lichenisés. Ici, par exemple, c'est un hexagonia, c'est un polypore. Mais il existe des basidiomycètes, comme ce Lichenophalia, qui sont lichenisés avec des algues qui sont plus ou moins mélangées dans les filaments fongiques à la base du champignon, quoi. Non plus, les algues ne poussent pas nécessairement à l'intérieur du carpophore. Donc là, c'est une petite diapo pour vous montrer que c'est assez ténu, pour insister vraiment lourdement là-dessus, quoi, hein, sur le fait que c'est assez ténu la distinction entre un lichen et un champignon. Ici, c'est Graphis crypta qui est vu en coupe. Bon, voilà, on observe des trucs, c'est bien. Et là, c'est la crotte de bique qui était microscopique en coupe, quoi. La différence entre les deux, c'est quand même relativement ténu si on regarde juste l'organisation générale, hein. Si on ne regarde pas les critères dans le détail, on a un exciple autour, du matériel qui forme l'hyménium dans lequel poussent les spores. Bon, ici, les spores ils sont marrons, là ils sont blancs, peu importe, quoi. C'est exactement la même chose, hein. La seule différence, c'est qu'ici, on observe en fait du Trentepolia, donc c'est une algue orange, quoi, mais qui est rangée aux algues vertes, comme c'est tout à fait logique. Donc Hysterium polycarae, lui, il a du matériel fongique un peu qui fait le tour, mais il n'y a pas d'algues avec. Quand on s'intéresse aux photobiontes, donc dans les lichens, il y a le mycobionte, quoi, les champignons, et les photobiontes. Dans les photobiontes, il y a toute une diversité d'espèces, de formes et de classifications. C'est relativement difficile à étudier, la biblio est plutôt maigre là-dessus, et le matériel qu'il faut, alors là pour le coup, en licheno, autant avec un microscope, une bino, on peut faire quand même déjà beaucoup de choses. Là, pour vraiment étudier les algues correctement, il faut déjà d'excellents microscopes, et puis après, souvent, il faut regarder des structures, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, pour les trucs principaux, on observe des algues vertes, qui ont plein de formes différentes. Ici, c'est une Pseudotrechouxia, c'est relativement commun. Très commun aussi le Trentepolia. Alors, les Trentepolia, c'est les algues qui ont de la carotène dedans a priori, c'est pour ça qu'elles sont oranges. On les trouve aussi à l'air libre, hein, c'est ce qui pousse sur les arbres. Très souvent, en milieu tropical, on voit ça, en bord de mer, les palmiers qui sont oranges, quoi. C'est couvert de ça. Et puis après, des cyanobactéries, alors là, il y a une diversité aussi qui est relativement élevée. Là, je sors complètement de mon domaine de compétences, hein, c'est un autre métier, quoi. Voilà, une pose graphique, un lichen, c'est ça. Alors maintenant, on va revenir aux questions. Quelle diversité? Vous reconnaissez, c'est la Terre. À votre avis, combien d'espèces qu'on considère comme étant des lichens actuellement sur Terre? Sachant que, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça n'a pas de valeur taxonomique, on ne devrait pas les compter, quoi. On devrait juste dire les champignons et puis c'est tout, quoi. Mais est-ce que vous avez une idée du nombre d'espèces? Ah, les deux, j'ai les deux chiffres, on a de la chance. 1000? Ah, plusieurs milliers, ouais, on s'approche. 50 000, on n'est vraiment pas loin, un peu moins. 40 000, voilà, c'est ça. Donc, entre 35 et 40 000 espèces estimées et environ 25 000 connues. Alors, je ne les ai pas toutes comptées à la main, mais c'est ce qui se dit dans les publications un peu englobantes, quoi. Ça, vous reconnaissez, c'est la France. Et donc, quand on zoome un peu, combien d'espèces en métropole? Juste en métropole? Une cinquantaine? Ah, ça, entre 55 000 et 10 000, hein. Entre 5 et 10 000? Non, moins. 3 000, on n'est pas loin. Est-ce que vous savez combien il y a d'espèces de flore vasculaire, la flore normale? 2500, non, 6500 et 4500 indigènes. 6500, c'est quand on compte tout. Donc pour les lichens, on est quasiment à la moitié de la flore totale, ça fait 3200 à peu près. Dans TaxRef, donc c'est le référentiel national du muséum sur les espèces en France métropolitaine et l'outre-mer, on a 5342 taxons, donc là ça considère aussi l'outre-mer. Mais par exemple, la Guyane est très mal connue, quoi. On pourrait estimer qu'on peut rajouter 2500 taxons si on fait l'inventaire de la Guyane, correctement. Mais il faudrait plusieurs générations de lichénologues. Voilà, donc là on est dans l'Île-de-France. Alors j'ai pas fait de quiz parce que c'était plus difficile, puis en plus les chiffres sont un peu moins précis. Quand on compte dans l'Île-de-France, dans l'INPN, donc dans les données muséum, on avait en 2018, alors j'ai pas l'extraction récente, mais 2500 données juste pour l'Île-de-France, ce qui est finalement pas si mal. Au total, ça couvrait 107 genres et 251 espèces. Pour un territoire comme l'Île-de-France, dans une base de données qui est assez peu lichénisée comme l'INPN, je trouve ça franchement pas mal. J'étais assez surpris de voir ces chiffres-là. Quand on regarde les référentiels de l'AFL, donc le catalogue de 2017 de Claude Roux,
on a cette diversité-là. Alors, je n'ai pas fait le ratio parce qu'il aurait fallu enlever les doublons et j'avais pas le temps. Mais en gros, en Seine-et-Marne, il y a 759 espèces. Je pense qu'on peut rajouter, on est à 850 espèces à peu près dans l'Île-de-France au total, quoi. Ce qui est quand même pas mal hein, pour un territoire de plaine. On commence à être dans des endroits qui sont relativement bien connus, en fait. Hein. Donc on va passer aux diversités. Quand on s'intéresse aux diversités en lichéno, on va voir qu'il y a plusieurs diversités. Donc il y a de la diversité d'abord un peu taxonomique et puis physionomique. Est-ce que vous connaissez un peu les différents ports de ce qu'on observe là? Puis si vous connaissez les espèces, n'hésitez pas. Mais... Ouais, ça c'est fruticuleux, donc ça c'est bon, celui-là il est validé. C'est Fraxinea, alors on était juste à côté. C'est quasiment la même espèce, sauf que celui-là est vraiment très gros, quoi. On n'a pas l'échelle, hein, donc c'est plus difficile, mais c'est un truc qui pousse dans les ripisylves, bord de rivière, enfin ça c'est costaud. Donc il y a fruticuleux. Après là on voit moins bien, j'ai mis des photos, mais ça c'est foliacé, ouais. Alors là celui-là je ne sais plus lequel c'est un truc tropical, mais c'est l'équivalent de Flavoparmelia caperata que vous notez souvent, ou Parmelia sulcata, je sais pas. Bon. Dans Paris on les trouve pas hyper souvent, mais voilà. Donc ici, là, bon, la photo est pas, je trouvais qu'elle était sympa, mais on ne voit pas très bien. C'est l'équivalent d'une cladonia, c'est une cladina, donc ça c'est étale composé. Donc en fait, c'est le thalle part d'une petite squamule basale qui se développe et en fait, il y a quelque chose de totalement différent qui pousse après. La squamule survit ou non. Donc en fait, c'est un thalle un peu en deux étapes. La majorité des cladonia que vous pouvez voir dans les forêts ici ont un petit thalle basal comme ça, puis ça fait un petit champignon, une petite coupe qu'on appelle un sif. Et ensuite, ça, c'est toute la majorité des lichens incrustés, qui représentent la majorité de la diversité. Puis quand vous allez faire un peu de lichéno dans les agglomérations françaises, vous tombez énormément sur ce genre de lichen, parce qu'en fait, ils sont plus résistants au stress lié aux pollutions, etc., parce qu'ils ont un corps qui est moins exposé, ils font moins éponge, quoi, hein, pour capter tous les polluants. Bon, là, je ne saurais pas vous dire quelle espèce c'est, ça pousse sur bambou à La Réunion, je ne sais plus quelle espèce c'est. Mais bon, du coup, ça, c'est la majorité de la biodiversité, c'est représenté par ces espèces-là. Donc là, après, il y a une autre diversité qui concerne les niches écologiques qui sont occupées par les lichens. Vous vous intéressez principalement à celle qui est corticole, qui pousse sur les arbres. Mais après, vous reconnaissez d'autres niches écologiques que vous connaissez probablement, dans lesquelles on peut observer les lichens. Les rochers, ouais, donc ça c'est saxicole. Bon là, mes photos sont assez mauvaises, donc je vais vous aider un peu. Donc là, c'est corticole, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui poussent sur écorce. Et vous, c'est majoritairement ce que vous étudiez dans le cas du protocole de LichenGo. Ensuite, il y a saxicole. Ensuite, on observe aussi les lichens musicoles. Donc là, c'est des mousses qui poussent sur la roche, mais il peut y avoir des mousses qui poussent sur arbre, et les lichens poussent particulièrement dessus. Il y a des lichens qui sont lignicoles, donc là, ils poussent sur le bois, mort ou du moins sur pied sec, mais donc là, c'est des cortèges à part vraiment particuliers. Ensuite, là, on ne voit pas du tout sur la photo, mais c'est terricole. C'est de la terre, elle est un peu grossière, c'est un peu des cailloux, ma terre, là. Mais... voilà, donc il y a des lichens terricoles. Et là, on le voit encore moins, il faut me croire, c'est folicole, donc c'est un truc qui pousse sur une feuille d'arbre. Et il y a donc Élise qui a travaillé sur les lichens de l'Île-de-France l'année dernière, elle a travaillé cette année sur les lichens folicoles de Guadeloupe, où elle a fait une étude un peu des cortèges, une étude diachronique. Je pense qu'elle fera une présentation, peut-être un de ces quatre, donc vous serez invité, on utilisera ta mail list pour diffuser ça. Voilà, donc les lichens, en fait, ça couvre une diversité de niches écologiques qui est relativement intéressante. On les trouve dans la majorité des supports un peu non mobiles, c'est-à-dire que tout sauf de partout, sauf sur ce qui est vraiment animal mobile qui bouge encore jusqu'à preuve du contraire, quoi. Voilà, donc c'est des espèces qui sont intéressantes parce qu'on les trouve dans toutes les niches écologiques presque et quasiment de partout sur Terre. Bon, c'est visuel. On va passer aux critères. Donc là, je vous ai mis quelques critères un peu en vrac pour vous montrer un peu ce que font les lichénologues quand ils déterminent en gros le fonds de commerce, ou ce qu'on fait quand on détermine des espèces. Donc souvent, on utilise des critères macroscopiques qui sont à la fois ceux que vous avez vus avant, c'est-à-dire des formes de thalle, des couleurs, des niches écologiques, qu'on utilise aussi, l'écologie des espèces est utilisée. Et puis après, on utilise des critères un peu plus précis, mais ça reste du macroscopique. Par exemple, ici, tout ça, c'est des organes de reproduction sexués. Donc dans les lichens, il y a deux types de dispersion. La dispersion sexuée, où il y a brassage génétique, formation de spores. Les spores s'en vont, tombent sur un milieu, ils doivent se mettre en relation assez rapidement avec une algue, établir la symbiose ou le parasitisme, comme vous voulez, hein, en fonction de comment on le considère. Et puis ensuite développer son thalle et à nouveau faire des spores comme ça. Les autres modes de dispersion, vous en connaissez, non? Qui sont non sexués? Ouais, asexués, mais du coup, il y a les isidies, c'est des petits doigts, voilà, les soralies, les isidies. Il y a des philidies,
Bon, enfin, tout ça, après, ça se ressemble. C'est des morceaux de thalles qui se cassent, qui partent avec ou sans le cortex, c'est la différence principale, et qui emmènent le champignon et les algues. Donc une grande partie de la composition de l'espèce, et c'est ce qui fait que ça garantit un certain succès pour la colonisation, quoi. Donc quand on observe tout ça, on observe des critères macroscopiques. Donc il y a différentes formes d'organes de reproduction sexuée, il y a énormément de critères là-dedans. On observe, c'est des apothécies, tout ça. Elles n'ont juste pas le même nom parce qu'elles n'ont pas la même forme et pas la même ontogénèse, c'est-à-dire qu'elles ne se développent pas de la même façon. Ici, ça c'est des apothécies dites lécidéines. Elles ont un rebord qu'on observe ici, qu'on voit très mal ici, qui est de la même couleur que l'intérieur du disque, qui est un peu à peu près du même matériel, on va dire. Ici, il y a des apothécies lécanorines qui ont le rebord ici, qui est de la même couleur que le thalle cette fois, et non pas que le disque. Ensuite, ça c'est des apothécies lirellées, c'est les lirelles, c'est les graphistes, ces trucs-là, ça vous devez en voir souvent. Vous constatez quand on fait des coupes, c'est quasiment pareil en fait après. Hein. Et là, c'est des apothécies, c'est des péritès, ça a un autre nom, mais en réalité, quand on s'intéresse vraiment à la structuration et aux organes, la différence elle est quasiment inexistante. C'est juste une organisation qui n'est pas exactement la même et un principe de formation qui n'est pas tout à fait le même. Cependant, pour moi, la différence est assez ténue quoi, en réalité. Hein. Donc quand on fait une coupe, on observe des choses comme ça. Avec la différence, c'est éventuellement qu'il y a la formation d'un chapeau qui peut être en fait indépendant physiquement de toute la partie hyménium et apothétie, quoi, qui est déconnectée d'un point de vue cellulaire. Donc là, c'est peut-être, pour certaines espèces, particulièrement dans celle-là, une des différences. Puis ensuite, on observe toute une variété de critères qui sont microscopiques. Alors là, il faut faire des coupes, on observe au microscope. Et on regarde les spores, le type de matériel, l'épaisseur, la peau du lichen, comment sont organisées ces algues, est-ce qu'il y en a dans l'apothétie, est-ce qu'il n'y en a pas dans l'apothétie, comment est fait l'hyménium. Donc là, il y a plein de matériel fongique, des paraphystes, des poils, des trucs comme ça. On regarde tous ces trucs. Ce n'est pas vraiment des poils au sens mammifère du terme, mais c'est exactement la même structure. Hein. Certains sont pluricellulaires, d'autres sont monocellulaires, ramifiés, paramifiés. Bon, c'est vraiment des principes qui sont similaires. Voilà, donc ça c'est les noms. Ici, ensuite, quand on continue un peu en microscopie, on peut observer d'autres types de critères. Parmi les principaux, on observe, donc ça c'est les asques. Donc la différence principale entre les basidiomycètes et les ascomycètes, c'est que les basidiomycètes font des spores à l'extérieur des asques, ils font des petits sacs comme ça qui poussent, qui apparaissent, donc c'est microscopique, mais qui apparaissent sur la peau du champignon. Et autour de ce sac se forment les spores. Dans les ascomycètes, c'est l'inverse, il y a un sac qui se forme comme un doigt, comme ça, comme des doigts de gants, on observe ici, là. Et à l'intérieur, il y a une espèce de soupe, et petit à petit, les spores se forment. Donc là, on n'observe pas les spores, mais par exemple, certains critères sont sur l'organisation des spores à l'intérieur de l'asque. Est-ce qu'ils sont enroulés, s'ils sont très longs, est-ce qu'ils sont... combien il y en a, voilà, tous ces trucs-là. Donc on observe différents critères là-dessus. Là, par exemple, il y a le tolus, donc ça veut dire qu'en fait, ça réagit au lugol. On dit qu'ils sont amyloïdes. Alors moi, j'ai le nom anglais, là, je ne sais pas comment on dit en français, mais... voilà. Donc il y a des critères là-dessus, c'est franchement les plus merdiques à mon sens, ils sont vraiment pas faciles. Ça. Après, dans les critères sympas, les critères sur les spores, là c'est un très gros spore de Flicktisargena. La première fois que vous faites une coupe là-dedans, c'est super, les spores sont gigantesques, ils sont hyper caractéristiques, enfin voilà, ça, pour le coup c'est bien, on observe très bien. Ensuite il y a plein d'autres types de spores avec des espèces de locules comme des petites chambres, ils sont plus ou moins coupés, septés, pas septés, on mesure leur taille, enfin bon, on fait de la taxonomie classique. Et en fait ça c'est des choses qui sont accessibles à partir du moment où on s'entraîne un peu à faire une coupe. Alors, au bout d'une semaine, on arrive à faire un truc propre, a priori. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'y arrivait pas, quoi. Et où il suffit d'avoir un microscope. Hein. Là, n'importe quel naturaliste qui prend un microscope, il n'y a même pas besoin d'avoir un microscope incroyable hein, sur le bon coin, 150 €, vous trouvez largement de quoi faire et de faire de la taxonomie quand même assez intéressante. Et dans les spores, après, il y a d'autres trucs. Voilà, ceux-là sont simples, gutulés, il y en a qui sont microscopiques. Alors, j'ai mis une toute petite photo pour des spores microscopiques, comme ça, c'est cohérent. Voilà. Donc, dans d'autres critères qui sont utilisés en lichénologie, qui sont vraiment prégnants et qui sont presque moins pratiques que les critères microscopiques, parce qu'en fait, pour le coup, il faut être un peu plus équipé, et puis il faut avoir plus l'habitude d'observer, de comprendre ce qu'on observe, c'est les critères chimiques. En fait, les lichens sont remplis d'acides, et les acides ont des réactions colorimétriques qui sont optiques ou vraiment de la coloration physique, donc soit c'est de la réflectance de la lumière, soit c'est de la coloration physique de l'objet, qui leur donnent leur couleur propre et qui les font réagir de manière plus ou moins intense et plus ou moins différente au contact de différentes substances. Les principales substances qu'on utilise, c'est la javel, donc le C, la potasse, donc plus ou moins diluée dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le paraphénylenediamine, et puis le lugol, éventuellement pour certains taxons, ouais, pour l'observation macroscopique aussi. Voilà. Après, il y a aussi, bon, il y a d'autres trucs, mais dans les principaux, c'est ceux-là.
En gros, vous pouvez vous fournir pour ce genre de choses auprès de l'AFL annuellement. On peut remplir un bon de commande et ça coûte très peu cher et c'est très pratique. Donc voilà, ça c'est des critères qui sont d'ordre chimique et qui réagissent de manière colorimétrique, mais il y a un paquet de critères chimiques. Dans les critères chimiques, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer là que ça c'est Flictis-argena, bon, c'est une espèce, la même espèce avec du K, donc de la potasse et du paraphénylendiamine, donc on observe une différence de couleur. Cette différence de couleur, en fait, elle traduit des composés acides qui ne sont pas les mêmes à l'intérieur du tal de l'espèce. En fonction de l'endroit de la réaction, il y a aussi des critères, alors là c'est assez subtil. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait exactement la même chose sous le microscope, alors là la photo est vraiment moche, mais on observe en fait des cristaux, la formation de cristaux, donc on comprend vraiment comment fonctionne le processus. Et dans les fleurs assez anciennes, et je suis surpris que ce soit peu présent dans les fleurs modernes, en fait la forme des cristaux, leur couleur, la rapidité à laquelle ils se forment et leur longueur étaient très utilisés en taxonomie. Alors peut-être que j'ai raté des études qui montraient que c'était complètement mauvais, mais moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Et en fait, on observe des choses qui collent très très bien avec la biblio. Alors pour le coup, moi de temps en temps, j'utilise ces critères-là aussi. C'est peut-être aussi que le ça c'est toxique et qu'on ne peut pas le manipuler. Ça effectivement, le paraphénylendiamine c'est toxique, donc moi j'en utilise le moins possible en fait. Les rares fois où je l'utilise, il faudrait le faire sous la hotte, mais surtout je garde pas les parts d'herbier. Je les jette dans un truc, dans une poubelle chimique quoi. Et il ne faut pas les stocker, enfin, il ne faut pas garder ça chez soi, quoi. Après, hormis ça, le reste, a priori, c'est pas... les autres composants... Bon, le reste, par exemple, la javel, c'est tout aussi toxique. Hein, si par mégarde, vous buvez le flacon, c'est pas recommandé. Mais... Bon, voilà. Les autres critères qui sont intéressants dans les lichens, c'est les critères optiques à nouveau. Donc, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'acides qui sont plus ou moins agglomérés sous forme de cristaux. Et quand on les regarde en lumière polarisée, voilà, on observe ces cristaux qui sortent. En fonction du liquide dans lequel on met la coupe, que ce soit dans l'eau, dans N, dans K, on a une dissolution plus ou moins importante de ces cristaux et en fait c'est utilisé comme critère dans certaines clés de détermination. Donc le conseil qui va derrière, c'est quand vous faites une coupe d'une apothétie ou quelque chose, donc vous supposez qu'il va falloir utiliser les cristaux pour la déterminer, faites-en plusieurs et n'utilisez pas tout sous la même coupe, parce qu'une fois que vous l'avez mis dans K, en fait vous ne pouvez plus voir s'ils sont encore présents dans N. Donc il faut toujours en garder une ou deux sur le côté et en faire plein d'un coup. Et jamais tout utiliser d'un coup, comme ça vous évite de recouper à nouveau, quoi. Voilà, c'était le conseil. Et un dernier critère que je trouve vraiment sympa, c'est un critère pour le coup qui est optique mais de réflectance, c'est que certains lichens en fait réagissent à la lumière UV, donc c'est pas toujours aussi impressionnant que ça. Des fois, dans la flore c'est marqué orange, bleu. Sous la lumière UV, il faut être sacrément imaginatif pour voir vraiment l'orange et le bleu, mais bon, avec un peu de persévérance, on arrive à le voir. Là, par exemple, c'est un pyxine qui pousse sur les cocotiers, c'est une espèce spécialisée des cocotiers. C'est vraiment spectaculaire. Alors, pour le coup, pour montrer ça aux gens, aux enfants, enfin, c'est top. Hein, voilà. Moi, mon rêve, c'est d'aller dans une forêt tropicale la nuit et puis de mettre un énorme néon ultraviolet pour voir ce qui se passe. J'ai jamais pu le faire, mais je ne désespère pas de pouvoir le faire. Bon, une petite... Donc, on arrive au moment le plus intéressant, c'est le quiz, où là, il faut à nouveau reparticiper. Est-ce que vous reconnaissez ces espèces? Ça va être super dur. Hein. Ouais. Ouais, donc là, j'ai entendu. Ouais. Oh, c'était pas trop dur, ça va. Et ça? Ouais, c'est ça. Fraxinea, ouais, c'est ça, absolument. Ah, pardon, alors comment on fait pour revenir? Ouais. À gauche, c'est Flavoparmina caperata. Ça, c'est un lichen très 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 commun. Hein. C'est un gros truc couleur pistache, vous pouvez quasiment pas vous planter sous nos latitudes, quoi. Elle est un petit peu plus dur, mais ça, c'est quand même des trucs que certains d'entre vous doivent connaître. Au moins celui-là. Je vais vous donner un indice de celui-là, c'est que sur son tal, si on observe bien, c'est rempli de points noirs. C'est un très bon critère, il doit être dans vos trucs. Hein. C'est un lichen qui est spécialisé des arbres de bord de route et des parkings dans les endroits semi-pollués, type bord de national, avec un peu de vent, un peu d'apport trophique. Ouais, Pleurosticta acetabulum, c'est ça. Et là à côté, alors ça pour le coup c'est un truc qui ne pousse pas du tout en ville mais qui est énorme. Ouais, c'est ça. Ouais, ça si vous allez en montagne un peu, ou même à Fontainebleau, il y a de très belles populations à Fontainebleau sur les grès. C'est une espèce qui pousse sur roche acide. Voilà, donc on peut trouver en Île-de-France aussi. Alors j'ai même laissé les noms tellement que c'était à côté de la plaque. C'était juste pour vous montrer, moi c'est deux lichens que j'adore, c'est Sticta latifrons, c'est un des plus gros lichens du monde, en fait c'est gros comme ça.
Et ça, c'est Roxella planata. C'est pareil, on ne dirait pas, mais en fait, certains thalles sont absolument gigantesques. Et celui-ci était utilisé pour faire l'orseille. Donc, c'était un colorant rouge foncé, a priori, qui était exploité depuis Madagascar, dans le canal du Mozambique. Voilà. Bon, une pause visuelle. Bon, voilà. Et à quoi ça sert? Donc là, c'est intéressant parce que c'était ma diapo de transition initialement, pour vous dire, maintenant, il faut écouter les autres présentations. Donc, il faut écouter celle que vous avez écoutée avant. Et puis, mais comme c'est filmé, vous pouvez réécouter dans l'autre sens et remettre le truc dans le bon sens. Et une dernière info, breaking news, j'aime bien faire ça. C'est un papier qui est sorti en 2019, en octobre, cherchez-le moi. Donc c'est tout récent. Et en fait, c'est des auteurs quand même assez fiables qui ont évalué que, en général, on considère, et moi je l'ai déjà dit dans mes présentations, donc c'est a priori une erreur, que les lichens sont antérieurs à la formation de la flore vasculaire, etc. Sauf que comme c'est un corps mou qui est dépourvu de silice, de squelette, de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de traces, il y a très très peu de fossiles. Et la majorité des fossiles qu'on observe sont relativement anciens et franchement douteux, quoi. Vous pouvez chercher des publis là-dessus, on voit les photos. Là, c'est comme la réaction aux UV, quoi. Il faut être assez imaginatif pour voir le lichen dedans. Et donc, eux, ils ont fait un peu d'horloge moléculaire. Et ils déduisent, avec leur horloge moléculaire, que l'apparition des lichens est postérieure à l'apparition des premiers trachéophytes. Donc, c'est les plantes vasculaires classiques, type fougère, et puis après, les plantes à graines normales, quoi. Donc, grâce à l'horloge moléculaire et grâce au fait qu'il n'y a pas de contre-preuve, et l'horloge moléculaire indiquant plutôt une apparition postérieure aux plantes, je trouve que c'est une petite révolution quand même dans le monde de la lichéno, puisque très souvent on estimait, et certains modèles mathématiques avaient été testés pour voir si le principe de lichénisation, c'est-à-dire de symbiose entre du matériel fongique et des algues, n'avait pas été un des moyens pour les algues de quitter les océans, et donc de coloniser la terre ferme. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça veut dire que pour l'instant, il y a des preuves assez tangibles qui disent que plutôt pas. Et donc ça ne résout pas le problème de savoir comment la vie est sortie de l'océan, et donc comment les algues ont fait pour vraiment garder l'humidité à l'intérieur de leur corps et résister à la sécheresse, qui était vraiment le paramètre le plus contraignant qui les empêchait de quitter l'eau liquide, quoi. Voilà, donc ça vient de sortir, et je pense que c'est à suivre et à réfléchir, parce que ça remet un peu en cause l'histoire évolutive des lichens.